Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous saluer, vous qui organisez et animez cette réunion à Lille du Laboratoire de la République. Bravo pour le dynamisme de l'antenne lilloise du Laboratoire de la République. Et puis bravo aussi pour avoir choisi ce thème si essentiel, celui de la relation entre la défense et la République. Cette relation, elle est aussi vieille que l'histoire de la République elle-même. C'est le fameux civis pacem parabellum de l'Antiquité, qui signifie non seulement si tu veux la paix, prépare la guerre, qui est une idée de base, je dirais, mais qui est aussi si tu veux la paix, pense la guerre. La guerre ne doit pas être un impensé de la démocratie et de la République. C'est parce que nous avons un idéal de paix que nous devons penser les menaces qu'il y a sur la République et la démocratie. Et bien des auteurs ont illustré le fait que la force de la démocratie, c'est de savoir se défendre contre les ennemis de la démocratie. Il y a donc là quelque chose d'essentiel qui vaut aussi bien pour la paix civile que pour la paix vis-à-vis des adversaires du pays, et notamment les adversaires de la démocratie, qui sont assez nombreux malheureusement dans le monde dans lequel nous vivons. Et il ne faut pas se voiler la face sur cette question. La démocratie qui semblait vouée à l'extension dans les années 90 et 2000 vit une période de régression actuellement. Et bien sûr, la guerre en Ukraine nous le montre tout particulièrement, mais ce n'est pas la seule illustration. Donc il faut avoir une vision de la défense en démocratie et de ce qu'apporte la notion de république vis-à-vis de cela. En particulier, l'une des premières conséquences de l'idée de république sur l'idée qu'on peut se faire de la défense, c'est le fait que c'est l'affaire de tous. En république, la question militaire n'est pas que l'apanage des militaires. Il y a évidemment un premier principe qui est la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil, mais aussi le fait que tous les citoyens doivent être élevés dans l'esprit de défense. C'est d'ailleurs ce qui normalement existe à l'éducation nationale, au travers de l'éducation civique, au travers de ce qu'on appelle aussi l'esprit de défense, au travers des initiatives qui sont prises avec différents corps militaires, avec l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, avec aussi les gendarmes, mais d'autres corps en uniforme, je pense aux pompiers par exemple pour la sécurité civile, pour dire que la société doit s'impliquer dans la défense. C'est consubstantiel à la République que d'avoir cette implication. Sinon, il y a le risque, là aussi bien connu, aussi bien dans l'histoire des idées que dans l'histoire tout court, d'avoir une sorte de divorce entre le monde militaire et le monde civil, qui évidemment est porteur de danger pour la démocratie. Il faut aussi savoir, et c'est un second point essentiel, penser les rapports de force vis-à-vis des entités étrangères qui sont antidémocratiques dans les différentes courses qui existent en la matière. Penser aussi les porosités qui existent entre les enjeux de défense directe. On pense toujours à l'armée, mais avec toutes les complexités qui résultent notamment des innovations scientifiques et technologiques. Désormais, les enjeux de défense, c'est les enjeux du numérique, c'est aussi les enjeux du spatial. Nous savons tous aujourd'hui, des enjeux fondamentaux de défense se jouent dans ces deux univers que sont l'univers virtuel et l'univers cosmique. Et donc cette vision complète de la défense qui implique tout le monde et qui sait impliquer tous les sujets pour avoir une vision intégrale de ce qu'il y a derrière cela, c'est essentiel. Et donc, à mes yeux, le sujet République et défense, c'est une façon de voir le décloisonnement des questions de défense. Tout ce qui cloisonne cet enjeu ne va pas dans le bon sens, tout ce qui permet au contraire de l'articuler dans un sens républicain, c'est-à-dire dans un sens qui fait que si on a besoin dans toute société d'avoir une force de défense, c'est parce qu'on a quelque chose à défendre, et ce quelque chose c'est notre idéal républicain et démocratique, eh bien c'est essentiel. Et je voudrais justement terminer par là, c'est que il n'y a jamais de réussite en matière de défense s'il n'y a pas un idéal. Quand on est de purs mercenaires par exemple, souvent on perd, parce qu'on n'a rien d'autre à défendre que la force de travail ou la force de combat que l'on a vendue. En revanche, quand on est mu par un idéal, évidemment on peut gagner. On le voit en sport, on en a de belles illustrations. On le voit aussi dans ce domaine-là, et ceci a un impact sur l'ensemble de la société. La société doit savoir se défendre, elle doit savoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'elle-même, au-dessus de chacun d'entre nous, et qui est son idéal. Quand nous avons mené la guerre contre le virus, il y avait cette métaphore utilisée par le président, eh bien, il n'y avait de possibilité de gagner que parce qu'on avait un idéal de vie derrière cela. Et on pourrait faire d'autres comparaisons de ce type. Donc, qu'est-ce que l'esprit de défense en République? Comment nous défendons-nous? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu militaire stricto sensu? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu militaire
lato sensu, c'est-à-dire les nouveaux champs de la défense, mais aussi encore dans une sorte de troisième cercle, qu'est-ce que signifie l'esprit de défense pour l'esprit de la République et l'esprit démocratique. Alors bons travaux, bons échanges, et à bientôt. Pour contextualiser cette table ronde, elle fait suite à une précédente qui a eu lieu le 22 octobre 2022. On espère que cette table ronde vous plaira également, et puis j'espère que vous pourrez aussi nous rejoindre par la suite. Je laisse place aux intervenants. Alors pour présenter rapidement nos intervenants ce soir, donc nous commençons par monsieur Loïc Finaz, qui était l'ancien directeur de l'école de guerre, vice-amiral et vice-président de la Fondation de la mer, et notamment écrivain de marine. Madame Anne-Pascale Guédon, qui est représentante de l'association Avec les femmes de la défense, qui est aussi colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, ayant notamment travaillé chez Airbus et chez Blade Aviation. Et pour terminer, monsieur Michel Guérin, qui est un inspecteur général honoraire de la police nationale. Il a été sous-directeur de la DST, directeur central adjoint du renseignement intérieur et ancien inspecteur général de la DGSI. Merci Mathéo. Chers intervenants, cher public, merci de votre présence aussi nombreux ce soir. On va tâcher de parler un petit peu, un peu plus fort, comme pas de micro pour le moment. Je me présente, je suis donc Yael Bekri, je suis déléguée régionale des jeunes de l'IHEDN et également chargée de développement pour Euratechnologie. Donc pour pouvoir commencer des concepts introductifs à cette table ronde, le contexte géopolitique, la mutation des conflits, notamment avec la guerre en Ukraine, constitue des enjeux d'envergure pour l'avenir de notre défense et nous invite donc à nous interroger. Comment penser la défense en République? Plus récemment, la cyberattaque de la mairie de Lille au début de mois, ayant fait état d'une demande de rançon, un ransomware, comme on dit dans notre jargon cyber, pose la question des mutations des formes d'attaques et conflits de ces dernières décennies. Alors pour commencer, monsieur Guérin, depuis l'affaire Snowden, nous savons que toutes nos données peuvent être utilisées par des organisations d'espionnage. Par ailleurs, les guerres traditionnelles tendent vers une évolution des formes de conflits dans laquelle l'essor des moyens de communication y tient une place prépondérante. L'avenir de la défense réside-t-elle dans le cyberespace? La France est-elle suffisamment armée de cybercombattants? Quelle perspective d'évolution de ces guerres hybrides? Oui, bon, de toute façon, Snowden, les révélations qu'il a faites, ça n'a pas été une surprise. Comme vous vous en doutez bien, pour les gens de renseignement, on savait depuis très longtemps que des grands services, en particulier la NSA américaine, et c'est toujours le cas, je vous rassure, ou plutôt, je vous le dis, interceptent tout, absolument tout. Lorsque vous êtes sur Internet, dites-vous bien que vous êtes complètement déshabillé. Bon, ça, c'est un premier point. Donc ce n'est pas une découverte, puisque ça date maintenant, ça fait plusieurs décennies que ça dure. Le numérique, effectivement, certains auteurs ont comparé le numérique à la troisième révolution planétaire après l'écriture et après l'imprimerie, pour vous dire l'impact qu'a sur nos vies quotidiennes le numérique, cet impact que l'on a tous, peut-être de façon inconsciente, mais cette présence du numérique emplit nos vies, bien entendu, on le retrouve au niveau de la défense et au niveau du renseignement. L'amiral ne me dira pas le contraire, le cyber est devenu tellement important que dans tous les grands pays du monde, à côté des armées traditionnelles, l'aviation, la marine et l'armée de terre, il y a l'apparition d'une cyberarmée, pour vous dire l'importance que ça a. Alors, le numérique, on le trouve effectivement, ou le cyber, dans différents endroits, en particulier le renseignement, qui est, si vous voulez, la base première de toute activité. Vous savez ce qu'on dit, que le renseignement, c'est le plus vieux métier du monde, et c'est pas celui que vous imaginez. Le plus vieux métier du monde, c'est le renseignement, parce que tout simplement, le renseignement, l'homme préhistorique, pour vivre, il devait savoir où il trouvait des points d'eau pour boire, où se trouvaient les endroits giboyeux et où il pouvait cueillir des baies. Bon, et après ça s'est amplifié. Le renseignement a été la base, bien entendu, de toute activité militaire dès le départ. Ça a commencé par guetter
les guetteurs, et puis après ça s'est amélioré, les gens se sont déplacés, c'est devenu des éclaireurs, etc., pour arriver à l'heure actuelle aux systèmes les plus sophistiqués pour épier l'adversaire et anticiper, c'est ce qu'a dit M. Blanquer, un service pacem parabellum, pour anticiper la guerre et pouvoir y répliquer. Alors le problème du cyber et du numérique, c'est que c'est difficilement détectable et c'est difficilement attribuable. Je m'explique. Lorsqu'on parle du cyber, concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à faire des attaques. Vous avez parlé lors de votre introduction de l'attaque sur la mairie de Lille. On peut démultiplier les exemples dans toutes les activités quotidiennes, y compris les activités de défense d'attaque cyber. Donc ça veut dire que au niveau du numérique, on va avoir un dispositif d'attaque pour tous les pays, mais également de défense. Et puis, le cyber, le numérique, sert également au niveau des activités de renseignement. Alors, on y reviendra peut-être plus tard, si vous voulez, au niveau des questions, mais il faut savoir que le cyber est utilisé pour faire des choses classiques, c'est-à-dire faire des approches. Bon, vous avez tous vu ou tout lu, on a expliqué que les services chinois recrutaient par l'intermédiaire de LinkedIn et dernièrement, on a révélé que maintenant, il y a des approches qui sont effectuées par l'intermédiaire du Boncoin. Donc, le numérique sert à ça, l'espace cyber sert à cela, sert aussi, bien entendu, à faire de la communication, ou plutôt de la désinformation, ce que vous appelez maintenant les fake news, les fake news. Les fake news, bon, fake news, c'est tout simplement, ça a toujours existé, ça s'appelle la désinformation. Voilà, ça a existé de tout âge. Pendant la guerre froide, ça a même été une spécialité ô combien efficace du KGB. Je vous rassure, ça continue, mais ne croyez pas que les services adverses n'emploient pas eux aussi la désinformation. Alors évidemment, l'espace numérique ayant explosé singulièrement au niveau des réseaux sociaux, ces fameuses fake news maintenant envahissent notre vie et c'est le rôle, entre autres, des services de renseignement de détecter ces fausses informations. Au niveau de, puisque c'est une de vos questions, est-ce que la France est préparée à ça? Alors, peut-être que sûrement même l'amiral pourra apporter des précisions là-dessus. La réponse est que, en France, il y a, je vous l'ai dit, la partie attaque et la partie défense. Alors, la partie attaque, ce sont les armées qui se sont équipées pour ça, et c'est la DGSE qui est le service de renseignement extérieur, donc chargé de rechercher de l'information et du renseignement à l'extérieur des territoires nationaux, qui sont en première ligne. Au niveau défensif, c'est aussi important que l'offensif. Au niveau défensif, donc en France, il y a une agence nationale qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de... Ben voilà, bravo. Hein, voilà. Qui est proche du Premier ministre et qui a donc la charge, d'une part, de dicter la politique générale en matière de SSI pour l'ensemble de l'administration, qui est chargé d'effectuer une veille active pour détecter dès que possible l'apparition de virus ou de nouveaux procédés d'attaque, et bien entendu de le diffuser le plus tôt possible auprès de ces administrations et de toutes ces institutions gouvernementales et étatiques. Et pour cela, c'est elle aussi qui a la charge de participer aux réunions sur le cyber et d'aller dans différents colloques, meetings de hackers pour essayer de voir l'évolution donc de ces mondes d'attaque. Et c'est également l'ANSSI qui est la charge de conseiller les entreprises d'intérêt national, d'intérêt vital. À côté de ça, il y a également une action judiciaire qui existe. Alors l'action judiciaire, c'est bien entendu la justice, et au niveau des services enquêteurs, dès lors que un objectif vital a été attaqué, c'est-à-dire une administration française ou un organisme étatique, c'est la DGSI qui, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je vous le dis, a à la fois une
une mission de renseignement, mais également une mission de police judiciaire spécialisée. C'est elle et elle qui est chargée, dès lors qu'encore une fois, que c'est un point vital français qui a été attaqué. Si c'est simplement une attaque criminelle, c'est la police judiciaire qui est saisie. Alors, quand je vous dis que c'est quelque chose d'indétectable, vous savez, il y a quelque temps, il y a quelque chose qui m'a fait sourire lorsque j'ai entendu, plutôt j'ai lu que le président Poutine avait déclaré, puisqu'il y avait une question sur les hackers, Poutine a dit, les hackers, en fait, comme tous les artistes qui se lèvent le matin et qui passent leur journée à peindre, eh bien, les hackers se lèvent, voient l'état du monde, et s'ils sont patriotes, eh bien, ils s'attaquent à ceux qui ont dit du mal de la Russie. Voilà, ça m'a fait sourire parce que, quelque temps auparavant, dans des fonctions que j'ai eues, singulièrement dans le domaine du contre-terrorisme, c'était la guerre en Irak, et évidemment, il y avait énormément de sites islamiques qui faisaient la propagande, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais le cyber et le numérique sert aussi, et singulièrement pour les organisations terroristes, à faire du recrutement et du prosélytisme. Donc, on identifiait les sites, on arrivait à les identifier, et puis tout d'un coup, ils tombaient, ils disparaissaient, parce qu'ils avaient été attaqués. Donc un jour, je vois mes collègues américains, puis je leur dis, écoutez, ça serait pas vous, là, qui serait derrière les attaques Alors, ils sourient, parce que parfois les Américains, ça sourit. Ils me disent, non, c'est pas nous, non, non. Ah, mais vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de patriotes. Bon, ben voilà. Donc, quand je vous dis que, une des problématiques du numérique qui, effectivement, est devenue un enjeu vital dans tous les domaines que ce soit, y compris et surtout dans les domaines régaliens que sont la défense et le renseignement, c'est que ce sont des attaques qui sont multiples, qu'il est extrêmement difficile d'attribuer avec certitude l'origine, et qui parfois sont également extrêmement compliquées pour tout simplement s'apercevoir qu'on a été attaqué. Alors, je vais finir pour être tout à fait complet. Donc, je vous dis, dispositif français, oui, il est là, il est en place, il est efficace. L'amiral peut-être aura des choses à redire. Il y a un seul petit problème. Et là, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance d'Internet. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à, non pas contrôler, mais maîtriser à minima la sphère Internet. Et pour cela, il faudrait deux choses. Il faudrait qu'il y ait des règles au niveau d'Internet qui n'existent pas. Il faudrait limiter autant que faire se peut, j'allais dire, la mainmise des GAFAM. Croyez-moi, c'est un vaste programme. Par ailleurs, et dans le même ordre d'idée, il faudrait qu'on ait un cloud 100% contrôlable. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez, le cloud, c'est ce nuage. Alors, ce n'est pas le petit nuage rose que vous voyez de temps en temps dans les dessins animés qui sont... Non, le cloud, c'est là où il y a toutes les données. Et le cloud, chaque cloud est contrôlé par un GAFAM, bien entendu. Et les données sont dans un endroit, sous la concupiscence du pays qui héberge ces dites données, en espèces, les États-Unis. Donc il faudrait avoir un cloud 100% national. Malheureusement, on en est loin. La préparation des armées au conflit dit de haute intensité, pensez-vous que cette industrie deviendra un secteur stratégique dans les années à venir au vu des évolutions géopolitiques actuelles? Merci de la question. C'est une question intéressante parce que de dire que le secteur de la défense, l'industrie de la défense n'est pas stratégique, c'est une question aussi un peu paradoxale. Et en même temps qui mérite d'être posée parce que, bon, qu'est-ce qu'on disait avant, le secteur de la défense, c'était un secteur de conquête. Donc à un moment donné, il y a eu des équilibres géopolitiques qui se sont créés, la guerre froide, puis après on a eu une période, disons, entre guillemets, de paix. Et donc on était un peu en économie de paix, puisqu'aujourd'hui maintenant on parle d'économie de guerre. Est-ce que c'est peut-être un peu fort, mais c'est quand même assez violent aussi. Et donc en fait, petit à petit, en fait, on s'est aperçu avec la fin du service militaire obligatoire, donc, qui concerne beaucoup d'entre vous, que finalement on n'avait plus besoin
de développer autant la défense, notamment des hommes, alors que ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est quand même plus verdun qu'une guerre cyber, hein, même s'il y a des cyber qui sont utilisés, mais c'est quand même une guerre de tranchées et qui est quand même terrible et qui finalement on a besoin d'hommes. Et surtout, moi qui suis financière, il y avait quand même récemment une vindicte sur les fonds à impact. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les fonds à impact, en disant les fonds à impact, on décide, il y a des secteurs qui sont considérés, qui ne sont pas ESG compliant, et le secteur de la défense était inscrit en marbre dans ces fonds à impact, comme toutes les énergies fossiles. Et donc toutes les grandes banques... Ou comme le porno et le tabac. Voilà, hein. Comme le porno et le tabac. C'était considéré aussi ça. Mais non, mais certains d'entre vous rigolent, mais vous avez complètement raison. C'est fondamental. Hein, jusqu'à il y a encore très peu, jusqu'au 24 février 2022, et l'Europe était en train d'ailleurs d'étendre toutes les lois contre ça. Hein, c'était considéré comme le porno ou le tabac. Le fait d'essayer de vous défendre. Non, c'est fondamental. Oui. C'est fondamental et notamment j'ai participé à pas mal de réunions au comité de liaison de défense du MEDEF, pour financer l'innovation dans la défense. Par exemple, Emmanuel Chiba, donc le DGA, avait créé l'agence d'innovation de la défense, mais pour porter des innovations, après pour faire le scale-up, je parle un peu anglais, franglais, et donc vraiment financer l'innovation, il fallait faire venir en fait des fonds d'investissement. Et à chaque fois, les fonds d'investissement, très gentiment, venaient et disaient oui, bon, ça va compliqué, parce que en fait, dès qu'on touche à la défense, après il y a des problèmes de sortie, de souveraineté. Et en fait, le problème dans la défense, l'industrie défense, pourquoi? Évidemment pour moi, qui vient du monde de la défense, Airbus, pas que de la défense de l'aéronautique, justement c'est le point, c'est que c'est fondamentalement dual. Vous n'avez pas le choix, c'est dual. Le dual, c'est quoi? C'est que le civil et le militaire convergent. Dans l'aéronautique notamment, tout ce qui est civil peut être aussi militaire. Dassault Aviation, Dassault fait des Rafales, mais il fait aussi des jets. Et en fait, la convergence industrielle est très très forte. Et notamment, surtout, la base, c'est la recherche et développement. La recherche et développement a toujours longtemps été tirée au niveau civil par le militaire. Moi, j'ai monté une joint venture en Russie avec des mathématiciens russes de software de simulation de plaques physiques. En fait, un software absolument puissantissime, basé en fait sur une recherche qu'on avait développée dans le spatial avec les Russes. Et en fait, il y a des applications pharmaceutiques, des applications dans la F1, des applications partout. Et en fait, c'est très important, c'est fondamental qu'on ait ça. Et notamment en France aussi, on a quand même cette chance d'avoir la dissuasion nucléaire. Bon, moi, en tout cas, je considère que c'est une énorme chance d'avoir la dissuasion nucléaire, c'est pour ça que on nous laisse un peu tranquille. Et c'est fondamental dans le secteur, dans toute la recherche, dans tous les secteurs qui peuvent en dériver. Donc, Pardon, juste pour illustrer que vous compreniez bien, parce que je pense que c'est clair pour un international, pas pour moi, il n'y a pas d'Ariane sans la dissuasion nucléaire française. La fusée Ariane n'existerait pas si la France n'avait pas mis au point son programme de dissuasion nucléaire qui lui a permis d'avoir des missiles qui ensuite ont permis les fusées. Et c'est ça, voilà un exemple de ce dual dont parlait international. Hein. Sans la dissuasion nucléaire française, il n'y a pas d'Ariane espace. Juste pas du tout. Donc évidemment, moi je suis une fervente défenseuse de l'industrie de défense et c'est un peu, je trouve ça un peu triste qu'on ait aujourd'hui à avoir ce conflit pour voir qu'en fait l'industrie de défense elle est indispensable et qu'elle fait partie de nos vies et qu'on en a absolument besoin et qu'il faut la relancer. Donc maintenant on avait complètement diminué, réduit les cadences et là maintenant on s'aperçoit qu'il faut les relancer. Alors tous les industriels sont là comme une poule devant un couteau en disant comment on fait pour relancer les munitions. Alors maintenant à la TF1 on voit des obus partout ils vont dans des usines bien cachées à Bourges, on les connaît, pour fabriquer des obus et ça devient merveilleux. Mais enfin des obus en plus c'est quand même pas... par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tellement paradoxal le numérique, le multidimensionnel où on est dans une guerre d'information, de cyber, et là on est quand même dans la guerre réelle en Ukraine. C'est quand même dommage d'en arriver là, mais peut-être que finalement ça permettra d'avoir une loi de programmation militaire pérenne qui permette d'avoir à nouveau une vraie économie de défense qui soit sustainable et qui soit en cohérence avec les grands enjeux aujourd'hui géopolitiques. Voilà. Merci Anne-Pascale. Alors, je suis désolé, on va encore poursuivre avec vous. C'est pas sympa pour elle. Parce qu'elle a déjà beaucoup parlé, pas de repos. Mais aujourd'hui et de plus en plus, nous pouvons nous interroger sur l'évolution des composantes de ce corps de métier. L'armée française est légalement accessible aux femmes depuis maintenant 70 ans. Aujourd'hui, elle représente 16% du personnel militaire.
En tant que représentante de l'association Avec les femmes de la défense, quels sont les enjeux de la féminisation de ces métiers selon vous? En tant que colonel, pouvez-vous témoigner des évolutions de la représentation des femmes dans ces métiers? Et quelles sont les évolutions sur lesquelles nous pouvons encore travailler? Ah, les femmes. Je suis beaucoup entourée d'hommes, le wokisme. Non, alors 16%, c'est... Non, il y a plein de filles, il y a plein de filles dans la salle. Mais oui, je suis très contente ce soir, les filles. Vous me disiez ce que vous en pensez de la défense. Il faut venir. Bah, où sont les femmes, disait Patrick Juvet. Alors, moi, je c'est mes références culturelles, je suis désolée, c'est un peu plus... C'est sûr que ça parle à tout le monde. Ouais, ils étaient pas nés. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis en plus. Bon, alors 16%, je vais faire pour école, je suis aviatrice, j'ai mes petites ailes, c'est 24% chez les aviatrices. Donc c'est quand même, on a fait beaucoup d'efforts. Bah, en fait, il y a un problème déjà, il y a un problème fondamental, c'est quand même un métier d'ingénieur. Et par exemple chez Airbus, j'ai créé le réseau mondial des femmes d'Airbus pour avant attirer des femmes chez Airbus, voilà, aussi bien dans la défense que dans le civil. Et quand vous avez 15% de femmes dans l'aéronautique, dans les écoles d'ingénieurs, c'est difficile d'en avoir plus, une surreprésentation. Donc alors dans l'armée c'est encore différent, l'armée c'est aussi une vocation, il faut aussi pouvoir offrir des parcours qui ne soient pas forcément linéaires, de faire des allers-retours dans l'industrie. Il faut avoir des passerelles aussi, donc c'est quand même pas du tout évident. Donc il y a une vraie volonté. Florence Parly a vraiment, je pense que là le dernier bastion, touche-le-nez, c'était les sous-marins. J'ai toujours trouvé ça débile qu'il n'y ait pas de femmes dans les sous-marins, donc je suis innocent. J'adore. Non mais attendez, excusez-moi. Moi je voudrais en profiter pour témoigner. Moi, j'ai une expérience particulière que, à mon avis, personne dans la salle n'a. Moi, j'ai commandé des bâtiments de combat où il n'y avait que des hommes. Et j'ai commandé un bâtiment de combat à la fin de ma carrière où il y avait des hommes et des femmes. Et donc, j'ai vu la différence. J'ai adoré le commandement de ces bateaux dont j'avais la responsabilité quand il n'y avait que des hommes. J'ai adoré ça. Quand j'ai commandé un bateau où il y avait des femmes, c'était clairement encore mieux. C'était clairement encore mieux. Bravo. Mais c'est bien pour ça que j'ai senti tous là au début, vous étiez en train de me faire avoir, et je précise bien, j'ai adoré mes commandements de bâtiments où il n'y avait que des hommes, parce que jusque-là il n'y avait pas de filles sur les bâtiments de combat. J'ai adoré ça, c'était super bien. Et bien sincèrement, quand les filles sont arrivées, c'est encore mieux, clairement. Alors, il y a deux types de sous-marins quand même. Alors, non, il y a deux types de sous-marins. Il y a les sous-marins... Il se trouve que pendant longtemps, et je le dis alors d'autant plus aisément que je n'étais pas d'accord avec cette décision, les sous-marins ont été pendant longtemps fermés aux femmes. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il faut quand même reconnaître, la bonne raison, c'est qu'on a voulu faire des études très longtemps pour savoir quel était l'impact de la chaufferie nucléaire sur un éventuel embryon. Ah bon ? Bien sûr. Quand vous avez une fille à bord, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'elles ne sont pas enceintes. Enfin, ça dépend combien de temps. Mais oui, sauf que ça dépend combien de temps. Si la première semaine, un embryon, il se fait griller par les neutrons, c'est pas top. Donc ça, je veux bien reconnaître, même si moi j'étais pas d'accord avec cette décision, je veux bien reconnaître que le service de santé des armées a fait des études très longtemps pour savoir quelles étaient les conséquences. Donc ça, c'était quand même une raison qu'on peut accepter. Ensuite, il y a évidemment eu des problèmes culturels très très forts. Avec des réticences qui ne venaient pas toujours de là où vous pouvez le croire. En particulier, pendant longtemps, les femmes des marins de nos équipages de sous-marins, elles étaient hystériques à l'idée qu'il y ait des filles sur les bateaux de leur mari. Donc vous voyez, la réticence venait pas. Moi, je pense, malgré tout, que la décision a pris du temps parce qu'il y a eu effectivement, culturellement, une difficulté à évoluer. C'est vrai aussi qu'on pensait qu'il fallait pour faire ça, qu'on ait des bateaux qui soient adaptés à la présence des femmes, qu'on ait une fille seule dans un poste de 12 ou 24 mecs. En plus, un bateau et un sous-marin, encore plus, c'est tout petit, vous n'avez pas de place, vous êtes les uns sur les autres.
On peut comprendre qu'on s'est dit qu'il fallait attendre qu'on ait des bateaux avec des postes, des chambres de 2 ou 4, ce qui n'était pas notre organisation d'avant. Donc il a fallu aussi attendre l'évolution de nos trucs pour que ce soit possible. Est-ce qu'on aurait pu faire ça plus vite? Ma réponse à moi est clairement oui. Bon, voilà, c'est fait, regardons devant et arrêtons de regarder derrière. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je suis d'accord aussi qu'il y a quand même une limite physique, hein, parce que moi, je vous engage à aller visiter, hein, parce que justement, avec l'IHEDN que j'ai faite, on a la chance de pouvoir visiter les bases, d'aller. Bon, c'est sûr que quand vous êtes dans un Rafale où il y a un poste ou 2 postes, il n'y a pas trop de problème de mixité. Mais sur un SNLE, un sous-marin donc lanceur d'engins, qui est un très très grand sous-marin, là c'est quand même sympa, c'est agréable, on peut quand même vivre en société. Bon, un sous-marin d'attaque, quand vous voyez la petite cahute, là, le petit hamac sous le missile, bon, ben moi je suis pas trop pour. Mais non, mais non, c'est la réalité. Bon, et puis sur le terrain, dans l'armée de terre, bon, quand vous êtes fantassin, c'est pas pour une femme, c'est pas non plus génial. Donc après, dans les officiers généraux, là où il y a du travail à faire, c'est qu'il y en a que 10%. C'est pas 16, on tombe à 10. Ça, non, là vous êtes malhonnête. Non, vous êtes malhonnête. Je vous ai dit, vous êtes malhonnête. Non, je suis pas malhonnête. Mais bien sûr que si, vous êtes malhonnête. On devient officier général dans les armées, c'est pas propre à la marine, à la fin de son parcours. Dans la marine, les filles ont pu rentrer à l'école navale en 1993. Il faut au moins 30 ans pour faire un amiral. Donc 93 plus 30, donc c'est normal qu'il n'y en avait pas. Et les quelques exceptions qu'il y avait, c'était des femmes qui avaient eu un parcours particulier, qu'on avait nommé pour montrer qu'il y en avait. Donc c'était normal qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la ressource initiale. Elle est en train d'arriver. La démographie, hein, c'est mécanique. C'est mécanique. Donc c'était normal qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas au recrutement. Et il se trouve que dans les armées, on rentre au début, on rentre à 20 ans. On ne rentre pas au cours de la carrière. Et donc pour avoir une fille générale à 50 ans, il faut qu'elle soit rentrée dans les armées 30 ans avant. Ben, il y a 30 ans, ça ne leur était pas ouvert. Donc c'est complètement normal. Donc le dire, il n'y en a que 10% des officiers généraux, je suis désolé, c'est malhonnête et ça ne sert pas la cause, puisqu'en fait c'est... Non, mais d'abord, si dans 20 ans, il n'y a toujours pas de filles officier général, là on peut se dire, il y a un problème. Mais maintenant, c'était normal, il n'y en avait pas. Bon, alors à ce moment-là, vous pourrez... C'est une histoire de tuyau. Oui, c'est ça, tuyau percé, Non, avec simplement 2 trous, un trou à l'entrée, un trou à la sortie. Oui, bah ça aussi c'est un problème, hein, parce que les carrières linéaires, je pense pas que ça fasse rêver les jeunes. Hein. Parce que ça, c'est pas un phénomène pour les filles ou pour les garçons, c'est pour tout le monde. Non, mais je pourrais dire que au secteur privé, il n'y a que 27% dans les COMEX. Non, mais se dire, je suis pour qu'il y ait des filles, vous avez tous compris. Ne faisons pas dire aux chiffres. Non, mais il n'y a pas que la marine, il y a l'aviation, et voilà, il ne faut pas tout résumer à la marine. Non, mais il n'y avait pas de filles. Il faut 30 ans pour faire un officier général. S'il y a 30 ans, il n'y en avait pas, il ne peut pas y en avoir maintenant. Bon, il n'y en a que 10%. Elle commence à arriver. Bon, il y en a, c'est des chiffres, mais c'est pas grave. Alors, vous voulez des chiffres? Non, mais faut laisser parler un peu. Non. En plus, c'est contre-productif parce que ça va à l'encontre de notre discours. Non, mais c'est pareil dans tous les secteurs. Et en plus, moi, je donne des circonstances atténuantes parce que l'armée, c'est pas n'importe quel secteur d'activité. Donc, on n'est pas chez L'Oréal. C'est pas le même type L'Oréal. C'est parce qu'il le vaut bien, mais quand même. Non, mais donc, il faut, à travers des programmes de mentoring que réalise l'association des femmes dans la défense, ça permet de faire du mentoring, justement sur les jeunes, c'est le savoir-faire, mais c'est aussi le savoir-être. Voilà, je pense que ça c'est important, et que quand on veut accéder à des postes de responsabilité, c'est pas qu'une question de compétences professionnelles, c'est une façon de se comporter dans la vie avec les autres hauts gradés. Voilà. Moi je veux dire, j'ai fait l'IHEDN il y a 10 ans. Il y avait l'IHEDN, c'est donc avec le CHEM, donc c'est tous les gradés qui donc accèdent à des postes de responsabilité dans tous les états-majors. Il n'y avait pas une seule femme. Ouais, je viens de vous expliquer pourquoi. Non, mais il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Il y a 10 ans, 30 ans avant, il y a 40 ans, il n'y avait pas de filles. Donc c'est normal que quand vous faites l'IHEDN, il n'y ait pas de filles. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est normal. C'est mécanique. On va poursuivre sur d'autres thématiques si vous voulez bien. Ça lève le débat, effectivement, des points de vue différents. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet important. Les armées ont besoin de femmes. Ne le faussons pas en disant des choses qui ne sont pas... Non, mais je parle au niveau des officiers généraux, je ne parle pas au niveau des femmes en général. Au niveau de... Je pense qu'ils ont compris ce que j'avais dit. Mais oui, moi aussi, ils ont compris. Un grand merci pour ces éléments de réponse. Nous allons passer à des enjeux beaucoup plus également actuels, notamment avec les récents événements que la France traverse. Une question adressée à vous, monsieur Michel Guérin.
Vous dites dans une interview que, je cite, « Tout ce qui est secret et mystérieux attire ». Vous avez d'ailleurs écrit le dictionnaire renseigné de l'espionnage pour populariser le renseignement de façon ludique. La question est la suivante. Les évolutions des méthodes de renseignement sont-elles, selon vous, une menace ou une chance pour l'attractivité de ce secteur? Ni l'une ni l'autre. Tout simplement parce que les méthodes n'ont pas changé. Les méthodes, on l'a évoqué au début, les méthodes, ce sont toujours les mêmes. Elles sont intangibles. Et croyez-moi, ça va durer autant que l'humanité durera, c'est-à-dire autant que le renseignement durera. Pour faire court, sachez, ça va être c'est très rapide, que comment travaillent les services de renseignement. Il y a deux sources d'information. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, pardon, il y en a deux. Bon, il y a une troisième, effectivement, mais qui a besoin des deux premières pour exister. La première, c'est la coopération. Alors ça peut vous étonner, parce que si vous écoutez les médias, vous avez bien entendu que chaque fois qu'il y a un attentat, tous les médias et certains hommes politiques disent que voilà, les services, ils ne savent pas coopérer, ils ne savent pas collaborer, etc. Bon, ça prouve une seule chose, c'est-à-dire que ces gens qui parlent comme ça ne connaissent absolument pas le monde du renseignement, ou alors qu'ils sont de mauvaise foi, je vous laisse choisir, parce que les services, depuis très longtemps, depuis l'origine, savent très bien que s'ils sont seuls, ils sont inefficaces. Or, lorsqu'on fait du renseignement, le dôme essentiel, le dôme principal, c'est l'efficacité. Si vous n'êtes pas efficace, vous ne servez à rien. Hein. Autant ne pas avoir de service de renseignement. Donc, pour être efficace, il faut échanger. Eh bien oui, échanger. Alors, on échange pratiquement tout dans le domaine du terrorisme, parce que dans le domaine du terrorisme, tout le monde est concerné. Hein, le terrorisme n'a pas de frontières. Donc, tout le monde a intérêt à échanger. La seule limite, bien entendu, étant la protection des sources. La protection des sources, c'est le mantra d'un service de renseignement normal, c'est-à-dire un service de renseignement efficace, un service de renseignement respecté et un service de renseignement tout court. On doit absolument protéger ses sources. Donc c'est la seule limite pour la coopération au niveau des échanges d'informations dans le domaine du terrorisme. Évidemment, dans le domaine du contre-espionnage ou de la protection du patrimoine, à savoir ce qu'on appelle la guerre économique ou l'intelligence économique, appelez ça comme vous voulez, bon, les choses sont un peu plus compliquées. Mais on coopère aussi. Petite parenthèse, sachez que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, dans ce domaine particulier, il n'y a pas d'amis. L'ami, ça n'existe pas. Il y a des alliés, conjoncturels, voilà, parfois. Mais il faut se méfier des alliés, surtout dans le domaine industriel, économique, et scientifique et technologique. Bon, donc, la collaboration, la coopération, c'est la première source d'information. La deuxième, ou plutôt la première en qualité d'importance, c'est la source humaine. Je dis bien la source humaine. Ça existe depuis le début, ça existera toujours. La source humaine est essentielle. Je peux vous témoigner que je n'ai jamais vu, je dis bien jamais vu, je mets au défi quiconque m'apporter la contradiction, qu'aucune affaire importante de terrorisme ou de contre-espionnage a été faite sans qu'à l'origine il y ait une source humaine. Ça, le SNU est-il, selon vous, en tant que colonel de la réserve citoyenne, un moyen efficace de renforcer la place de la jeunesse dans les métiers de la défense? Alors, il y a plein de moyens de réconcilier ou en tout cas de perpétuer le lien armée-nation, hein, parce que c'est ce dont on parle. Moi, j'ai fait l'IHEDN, donc ça, c'était un excellent moyen pour mieux rencontrer les armées, parce que c'est toujours difficile, quand le monde de la défense est quand même surnommé la grande muette, d'avoir une relation, dialogue avec l'armée. Donc, et auparavant, en fait, j'avais déjà été sensibilisée à la Légion étrangère, parce que j'avais fait partie d'une association pour aider à la reconversion des légionnaires dans le monde civil. Donc, et après, en fait, pour perpétuer ce lien, j'ai décidé de rejoindre la réserve citoyenne de l'armée de l'air, afin de travailler sur c'est le think tank, en fait, du personnel du général, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, donc qui a pour but, en fait, d'aider, en fait, le chef d'état-major à réfléchir sur des thématiques d'évolution, en fait, du métier, et aussi comment faire ce
ce qu'on appelle aujourd'hui la public acceptance, de mieux faire accepter en fait les métiers de l'armée de l'air, mais aussi des autres armées, auprès d'une population publique. Donc concernant le SNU, moi je pense que c'est une très bonne chose de rétablir un lien jeune, parce que ça permet après de pouvoir continuer de susciter des vocations, en tout cas de comprendre. Bon, évidemment à condition que ça soit bien fait, que les jeunes n'aient pas l'impression de perdre leur temps. Donc ça c'est un travail qui doit être fait. Évidemment, c'est impossible de revenir au service national obligatoire parce que de toute façon, les armées ont été tellement restructurées que c'est complètement impossible de recevoir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Dans l'armée de l'air, on a vu par exemple les escadrilles jeunesse. Donc, des jeunes, en fait, dans les écoles, jeunes filles et jeunes hommes vont dans les bases aériennes et ont même un uniforme et donc sont sensibilisés à ces métiers. Donc il y a plein de façons d'utiliser, de sensibiliser les jeunes à ces métiers, mais je pense que c'est une excellente chose. Voilà. Merci, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses si des personnes au public ont merci beaucoup pour vos échanges passionnants. Merci au Laboratoire de la République qui est engagé pour l'organisation de cette conférence. Vous évoquiez, M. Guérin, un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est l'intelligence économique, avec comme chef de file en France Alain Juillet, qu'on peut retrouver sur la chaîne Thinkerview, que je vous recommande. Ma question est donc la suivante. Quelle est la place de l'intelligence économique et du renseignement économique dans le mix défensif français? Merci. Ben, je peux vous dire que, alors je vais répondre pour les services de renseignement, bien sûr, hein, c'est de ce que je connais. Ben, ils ont une place extrêmement importante, puisque, grosso modo, bon, je vais schématiser au maximum. Hein. Vous avez 3 pôles. Hein. Vous avez un pôle de contre-terrorisme, malheureusement, bon, voilà, qui a pris énormément d'ampleur ces derniers temps. Vous avez bien entendu le contre-espionnage qui est éternel. Et à côté, vous avez, alors, on appelle ça la protection du patrimoine, on appelle ça l'intelligence économique, ce que vous voulez, mais il y a ce pôle-là qui est extrêmement important parce que, en fait, quand on parle de la vigueur d'un pays, de son rayonnement, y compris de tout ce qui est social et économique, ça passe par l'économie. Et effectivement, lorsqu'il y a des brevets, lorsqu'il y a des savoir-faire, lorsqu'il y a des inventions qui passent à l'étranger, alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, hein, bon, d'abord sachez que cette intelligence économique, intelligence c'est un terme, j'ai du mal avec ça, enfin bon, en disant cette protection du patrimoine, vous appelez ça cette guerre économique, c'est très très vieux. Hein. Si vous étudiez l'histoire, vous savez très bien que Colbert est allé piquer les verriers de Murano qui avaient le monopole sur les verres. À la fin du règne de Louis XIV, le monopole était passé à la France. Vous savez que Pierre le Grand, le tsar, s'était déguisé en ouvrier pour suivre ce qu'on appelle la grande ambassade de 1697 qu'il avait fait, hein, qu'il avait organisé lui-même, mais lui il n'était pas dans l'organisation et il est allé piquer un peu partout en Europe pour voir l'état d'avancement des technologies modernes. Je vais vous citer l'empereur Mitsuhito, le début de l'ère Meiji. L'empereur Mitsuhito, 6 avril, voyez, bon, 6 avril 1868, début de l'ère Meiji, il y a un serment en 5 articles. Le dernier article dit « On ira de par le monde chercher la connaissance afin de renforcer l'État impérial ». Voilà. Et je terminerai par l'affaire Farwell. Alors en 2 mots, l'affaire Farwell, pour ceux qui l'ignorent, c'est une affaire donc, de contre-espionnage qui avait été menée à l'époque par les DST, avec quelqu'un, un colonel du KGB qui était en poste à Moscou, et qui nous a livré l'état de la captation de technologies qui avait été mise en place par les soviétiques pendant la guerre froide, et qui s'est avéré absolument effarant. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'en fait, les soviétiques avaient mis en place, ils avaient un énorme retard technologique, scientifique, etc. les soviétiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privilégié le renseignement pour rattraper leur retard. Et on a eu, grâce à Farwell, donc c'est le nom de la source s'appelait Vetrov, bon, on a eu une quantité de documentation qui, passée en expression, nous a assis. La preuve en est, ça c'est l'histoire.
c'est l'histoire française. Lorsque le président Mitterrand est élu en 1980, il est élu avec des ministres communistes. Bon. À l'époque, le président des États-Unis s'appelait Ronald Reagan, c'était un anticommuniste viscéral, et franchement, il voyait très très mal ce nouveau président français. Or, lors de leur première entrevue, ça se passait au Canada, c'était un G7 à l'époque, le président Mitterrand est venu avec le dossier que lui avait donné le directeur de la DST de l'époque, Marcel Chalet, le dossier Farwell. Il remet ça à Reagan. Reagan, il voit ça, il fit ça à Bill Casey. Bill Casey, c'était un ami personnel, il avait nommé chef de la CIA. Il a dit, Bill, tu vas me voir ça. Bill, il a confié à ses adjoints, et là, ils ont dit, mais c'est incroyable. Et donc, ça a permis de se rendre compte des dégâts causés par donc, cette fameuse guerre économique, le point où a été, jusqu'où étaient arrivés les soviétiques, et accessoirement, si vous voulez tout savoir, ça a également permis aux Américains de connaître les besoins des soviétiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont donné aux soviétiques les besoins dont ils avaient besoin. Et c'était vicié, bien sûr. Donc, ça s'appelle, vous regardez dans les livres d'histoire, ça s'appelle les opérations Deception. Voilà, évidemment, ça leur cassait la figure, ça leur pétait la figure aux soviétiques dès qu'ils utilisaient ce dispositif. Voilà, donc, pour répondre à votre question, j'étais un peu trop long, vous avez compris que je suis désolé, hein, mais oui, c'est extrêmement fondamental et tout le monde en a conscience. Autre question, Oui, monsieur. oui, la demoiselle levait la main. Déjà, merci beaucoup pour la qualité de vos échanges et de vos interventions. Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Finaz. Vous avez brièvement évoqué la question d'une vision européenne pour la défense. Je voulais savoir comment on pouvait vraiment imaginer une réelle défense commune européenne, sachant que la France a refusé l'idée d'une armée européenne, que c'est compliqué d'avoir un consensus à 27, que l'Agence européenne de défense est encore trop peu financée, et qu'on a aussi des valeurs qui commencent à diverger, et je pense notamment aux pays du groupe de Visegrad en Europe. Du coup, je voulais savoir comment vous imaginez cette défense. Il y a dans votre question déjà les éléments de réponse. C'est extrêmement difficile et je ne sais pas répondre à votre question. Je sais simplement que c'est important, pour ne pas dire vital, qu'il faudrait qu'on y consacre plus notre bonne volonté, ce que personne ne veut aujourd'hui. Personne n'en veut aujourd'hui, mais à mon avis c'est un drame. C'est un drame pour l'Europe et ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières le prouve bien, parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne savons pas répondre à ça. Je pense aussi que c'est un drame pour le monde, parce que je crois que l'Europe, alors beaucoup ricane quand on parle de cette notion-là, et aujourd'hui je comprends qu'on en ricane, hein, et l'Europe, à mon avis, est la seule entité dans le monde capable d'être cette puissance d'équilibre, qui à mon avis serait nécessaire pour le monde, et pas seulement pour la défense des Européens. Je crois qu'il faut commencer avec humilité, en se disant qu'avant de parler de défense européenne, d'armée européenne, ce qui est pour l'instant totalement illusoire, en se disant qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions ensemble pour commencer à, non pas bâtir une défense européenne, mais mettre en place ce qu'il faut pour défendre le mieux possible l'Europe. Il est certain que ça ne va pas se faire à 27, en tout cas du premier coup, hein, vous l'avez très bien dit. Il faudrait qu'il y ait des noyaux durs qui puissent naître. Je pense que c'est le plus grand drame du Brexit, c'est la sortie des Britanniques de l'Union européenne à cause de la défense. Hein, pour moi, le plus grand drame du Brexit, il est là. C'est que les seuls pays vraiment capables dans l'Europe d'aujourd'hui de comprendre ce que c'est que la guerre, de comprendre ce que c'est que la défense, ce sont la France et la Grande-Bretagne. Et donc le Brexit, à mon avis, a été... je ne dis pas que c'était bien dans les autres domaines, mais les autres domaines me paraissent beaucoup moins importants. Ça a été un vrai drame pour la construction de défense, qu'il n'y avait que la France et la Grande-Bretagne capables de bâtir ça ensemble. Et c'était une façon de commencer. Je trouve qu'en plus, ce moteur de la défense européenne aurait été un moteur, probablement le seul, en tout cas le plus puissant, pour par ailleurs continuer, parce que comme ça touche à tout, les problématiques de défense, continuer à élaborer, à construire cette Europe dont nous avons besoin. Les évolutions depuis plusieurs années sont extrêmement tristes. Vous évoquiez tout à l'heure la taxonomie, enfin vous n'avez pas employé le mot, mais c'est ça dont vous parliez, la taxonomie européenne contre toutes les problématiques de défense. C'est vraiment absolument grave. Regardez, 6 mois avant l'invasion de l'Ukraine par les Russes, l'Union européenne condamne la France sur le temps de travail de ses militaires.
Vous voyez, je vous donne un seul exemple concret de l'ineptie totale d'où on est. Donc, c'est quelque chose qui est éminemment nécessaire, c'est quelque chose qui est compliqué, donc on n'arrivera pas d'un seul coup à un modèle achevé, il va falloir y aller par étapes. Le Brexit a torpillé la première étape et c'est bien dommage. Le rapprochement récent entre la France et la Grande-Bretagne est intéressant. J'ai peur qu'il soit pour l'instant très factice, mais en tout cas c'est la route qu'il faudrait prendre. Aujourd'hui, les autres pays ne savent pas ce que c'est que la guerre. M. Poutine est en train de nous expliquer ce que c'est, mais les autres pays sont très en retard. L'Allemagne a fait des effets financiers qui sont importants. Il va falloir voir exactement ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que la vision allemande de ce que pourrait être l'Europe soit celle dont on a besoin. Donc tout ça est inquiétant. Vous posez une question fondamentale. Vous avez vous-même, dans votre question, décrit toutes les problématiques que ça soulevait. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est difficile d'être optimiste. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut capituler? Non, c'est nécessaire. Et, vous avez évoqué Montesquieu tout à l'heure, je vais l'utiliser à nouveau parce que je pense que dans ce domaine, il nous montre la voie. Montesquieu dit, s'il y avait quelque chose qui fût utile pour ma famille, mais qui contreviendrait à mon pays, je l'oublierais aussitôt. Et il continue en disant, et s'il y avait quelque chose qui fût utile pour mon pays, mais qui serait contraire à l'Europe et à l'humanité, c'est très intéressant d'ailleurs qu'il lit l'Europe et l'humanité. Il ne lit pas l'Europe et l'humanité parce que Montesquieu croirait à cette époque que l'humanité c'est que l'Europe, pas du tout. Il lit, et s'il y avait quelque chose qui fût utile à mon pays mais qui serait contraire à l'Europe et à l'humanité, il ne dit même pas je l'oublierai, il dit je le tiendrai pour un crime. Eh bien, j'aimerais bien que tous nous ayons cette claire conscience et cette belle conscience de l'Europe que Montesquieu avait déjà, mais qu'on est en train d'oublier. Peut-être une dernière question. Oui. Alors, on a un peu parlé de tout ce qui était industrie de la défense. On a parlé aussi de sous-marins et on a parlé du fait qu'on ne pouvait pas tellement faire confiance même à ses alliés. J'en reviens donc à l'exemple des contrats qu'il y avait eu entre la France et l'Australie sur les sous-marins et qui m'amène à avoir la réflexion que la France est actuellement peut-être dans une sorte de récession dans la place internationale qu'elle occupe, même auprès de ses alliés. Ma question serait que faire pour que la France récupère ce respect à l'international, cette place prépondérante qu'elle avait à une certaine époque, et qui fasse en sorte que ce genre d'événements soit n'arrive plus, soit du moins puisse être évité. C'est moi que vous regardez, donc c'est à moi que vous voulez... Pareil, ça concerne des sous-marins. Je veux ouvrir le feu. D'abord, je crois qu'il faut remonter à très longtemps pour retrouver un moment où l'époque avait une place, où la France avait une place prépondérante. Bon, premier constat. Deuxième constat, à cette époque où la France avait une place prépondérante, qu'est-ce qu'elle en a fait de cette place? Je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Est-ce que ça veut dire que... Donc je ne suis pas sûr qu'on ait perdu grand-chose, et par rapport à quoi? Oui, on a perdu un contrat sous-marin, ce qui est très intéressant, parce que ça nous indique effectivement probablement que, en particulier les Occidentaux, ont un vrai problème pour avoir une vision globale des problématiques du monde, et on peut faire beaucoup de reproches à Poutine ou aux Chinois, et je ne suis pas vraiment leur pote, mais au moins on peut leur reconnaître qu'eux, ils ont, en tout cas ils essayent d'avoir une vision globale, ce que nous Occidentaux, on a beaucoup de mal à faire. Est-ce qu'on a perdu notre place? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a une place particulière? En revanche, là, clairement, je pense que oui. Je pense qu'on a une place particulière, mais il ne faut pas s'y tromper. Notre place n'est pas celle de la première puissance du monde. Ça fait longtemps qu'on ne l'est plus, et d'ailleurs, il est discutable qu'on l'ait été un jour. Mais on a une place particulière. Je voulais l'illustrer par une petite anecdote et puis par une très belle phrase du général de Gaulle qui, plus je vieillis, plus je pense qu'en fait, elle est extrêmement profonde et intéressante. L'anecdote, c'est moi, j'ai eu la chance de faire l'école de guerre aux États-Unis. Et j'ai passé une année très intéressante pour plein de raisons, et en particulier parce que toute l'année, et ce que je vous dis, c'est le français en général. La France envoie chaque année un marin, la marine française, mais c'est la même chose pour l'armée de l'air et pour l'armée de terre, mais il se trouve que la marine envoie chaque année un marin à l'école de guerre aux États-Unis.
Et ce que je vais vous dire, je suis sûr que tous les autres Français l'ont vécu comme moi. Toute l'année, le français est le chouchou des professeurs, parce que pas du tout parce qu'il leur lèche les bottes, hein, mais parce que l'enjeu pour les professeurs du War College, c'est d'essayer de faire comprendre aux Américains que le monde est plus complexe qu'ils ne l'imaginent, et même parfois très différent de ce que eux, Américains, pensent. Et les professeurs savent que sur ce sujet-là, le français a une vision intéressante, et qui est d'ailleurs très proche de celle de cette élite américaine que représentent ces professeurs. Et donc, constamment, tout au long de l'année, le professeur dit aux Français « T'en penses quoi ?» Parce qu'ils savent que le français va dire un truc qui les intéresse pour les Américains. Et en même temps, donc dans ma promotion, nous étions 250, il y avait 35 étrangers. À chaque fois que les étrangers avaient un message à faire passer aux Américains, vers qui se tournait-il pour qu'ils le passent aux Américains? Le français. Position très particulière et très intéressante que, bon, j'ai pas le temps là, mais que, en fait, on peut expliquer. Et du coup, je voudrais simplement terminer pour notre position particulière, et ça me paraît plus intéressant d'imaginer qu'on a une position particulière, mais qui est une exigence. Ça ne doit pas nous léguer une fierté déplacée, c'est une exigence que véritablement une place prépondérante, hein, position particulière et place prépondérante, vous voyez que ce n'est pas la même chose. De Gaulle dit, et plus le temps passe et plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il a raison, De Gaulle dit, il existe un lien multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et en fait, à y réfléchir, il a profondément raison. Et voilà une belle exigence pour votre génération. Merci. Le timing, encore une question, une dernière question de la part de l'auditoire. Monsieur. J'ai une question pour vous. Déjà, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Dans son discours, M. Blanquer disait que c'était très important d'avoir un idéal à défendre lorsqu'on s'engageait dans les armées. Est-ce que sur le terrain, on ressent vraiment cet idéal à défendre, ou alors est-ce que c'est plus une idée qui ne s'applique pas vraiment concrètement? La guerre, c'est sale. La guerre, c'est dangereux. La guerre, c'est violent. La guerre, c'est terrible. On se bat pour deux choses quand on est un soldat. On se bat d'abord pour un idéal, son pays, la liberté de son pays, la liberté de sa famille, la survie de sa famille. Et ça, c'est un idéal, mais vous voyez qu'un idéal qui vite est assez concret. Et on se bat pour une autre chose qui est aussi très importante. On se bat pour ses potes qui sont avec nous. Et donc, on ne se bat pas parce qu'on a reçu un ordre. D'ailleurs, dans les armées d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient, on n'obéit pas à un ordre parce qu'il nous est donné. On obéit à un ordre parce qu'on a confiance dans celui qui nous l'a donné. Et on se bat parce qu'on a une vraie raison de se battre. C'est ce que les Ukrainiens sont en train de démontrer, à la grande surprise de tout le monde. Les Ukrainiens, et c'est là probablement, enfin c'est pas là probablement, c'est certainement la première force de l'Ukraine aujourd'hui, c'est les forces morales, au très beau sens. Je sais que les forces morales, on sort de 30 ans où on n'avait pas le droit d'utiliser des mots comme ça, c'était des mots pas propres. Hein. Mais les forces morales d'un pays, c'est absolument fondamental, les Ukrainiens sont en train de le démontrer. C'est justement ce qui, fort heureusement d'ailleurs, manque aux soldats russes, parce que eux, quel idéal ont-ils à défendre dans cette guerre dans laquelle ils sont envoyés? C'est assez difficile. Les Ukrainiens, ils ont